pour la première fois depuis l'apparition des réseaux, donc c'était il y a une vingtaine d'années, il y a un recul. Il y a une baisse globale de leurs usages. Et ça concerne non seulement des dinosaures comme Facebook, mais aussi des réseaux plus fringants comme Instagram ou TikTok. Quant au public qui commence à délaisser ces réseaux, ce sont principalement les jeunes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé depuis 2022 ? Il y a une forme de prise de conscience collective sur des effets délétères, mais ce sont les réseaux en eux-mêmes qui ont profondément changé. Les fils d'actualité sont remplis de contenus proposés par des marques, des médias ou des créateurs de contenu qui en font un métier. L'amateurisme désinvolte qui consiste à documenter son quotidien s'est noyé dans des productions maîtrisées, des torrents de vidéos générés par l'IA ou encore des campagnes de dénigrement propulsées par des algorithmes qui valorisent les émotions fortes. Prédit même l'avènement d'un monde où le principe même de poster quelque chose va disparaître. Entre 2014 et 2024, la part de ceux qui utilisent les réseaux pour rester en contact avec des amis, partager leur opinion ou rencontrer de nouvelles personnes a chuté de près de 25%. Les réseaux sont avant tout devenus une source d'information et de divertissement professionnalisé, une source qui, sous l'effet d'algorithmes personnalisés, nourris à l'intelligence artificielle prédictive, devient de moins en moins collective et de plus en plus fragmentée. Et le fin mot de l'histoire alors ? On finira peut-être par dire que les réseaux, c'était mieux avant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me travaille depuis longtemps, le fait que les réseaux sociaux d'avant me manquent. Alors, encore une fois, je vais pas partir dans un délire c'était mieux avant, etc. Parce qu'il n'y a pas de c'était mieux avant, le monde évolue, etc. Mais il me semblait important de parler de l'évolution des réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que les réseaux sociaux ont extrêmement changé. Pareil, je vais donner un peu de contexte. J'ai 30 ans, je suis née en 1995. Et donc, j'ai connu, on va dire, le début des réseaux sociaux. Et moi, les réseaux sociaux que j'ai utilisés dans mon adolescence, c'était beaucoup de réseaux sociaux liés au blog. Donc, Tumblr, Skyblog, et même les blogs de manière générale, les premiers blogs des grandes blogueuses de l'époque, etc. Alors, en écrivant cette vidéo, justement, j'arrive dans ma partie 1, qui est pourquoi les blogs et Tumblr étaient différents des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Il y a une première raison qui fait qu'il y a une énorme différence entre les réseaux sociaux d'avant et les réseaux sociaux de maintenant, c'est que avant les réseaux sociaux avaient cette part d'anonymat qui faisait que c'était libérateur. Justement, vu qu'on parle de Tumblr et des blogs, on fonctionnait vachement par pseudonyme et on n'était pas forcément obligé d'avoir notre identité sur internet qui est la même que notre identité personnelle. Évidemment, il y a eu des réseaux sociaux comme Facebook où là c'était littéralement votre prénom et votre nom, mais vraiment avant ça, le concept du pseudo était un vrai truc. Et en fait, vous pouviez avoir une identité sur internet qui n'était pas votre identité de la vraie vie, parce qu'en fait vous n'étiez même pas obligé de montrer votre visage. Évidemment, dans les blogs il y avait une mise en avant, mais je me répète, avec Tumblr ou avec même Twitter, et ça je vais en parler juste après, il y avait vraiment ce truc où vous pouviez juste avoir un pseudonyme et ensuite raconter vos pensées, raconter vraiment ce que vous aviez au fond de vous, etc. Et c'était un espace de vulnérabilité qui était incroyable et assez fou et qui n'existe plus aujourd'hui. Et surtout sur ces espaces-là, tu pouvais écrire, tester, créer sans pression, enfin sans attente, etc. Et surtout, il n'y avait pas le concept des stories qui fait que ta vie est vue 24 heures sur 24. Bon, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de poster des stories, mais les stories font que les gens postent un peu leur vie tout au fil du temps, alors que sur les espaces blog, en fait, il y avait juste un moment où vous postiez un article et ensuite on s'en tenait là et vous passiez à autre chose. Et au-delà de l'anonymat, la deuxième chose qui fait que les réseaux sociaux d'avant étaient très différents, c'était qu'il y avait un principe de communauté qui, à mon sens, n'existe plus vraiment aujourd'hui. Alors, je pense que là, quand je vais dire ça comme ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Évidemment qu'il y a des communautés. La preuve, mon influenceuse préférée dit, vous êtes ma communauté. Oui, bien sûr, il y a un aspect de communauté dans les gens qui nous suivent. Et moi-même, sur les réseaux sociaux, je considère que j'ai une communauté sur la Chon Assiette. Et quand je dis communauté, c'est pas ça. Communauté, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait vraiment ce principe où il y a des personnes qui aiment les mêmes choses, qui parlent de cette chose. Aujourd'hui, il n'y a pas un groupe qui va parler de l'éna-situation entre soi. Donc le mot communauté, en fait, on l'a réutilisé, mais c'est pas du tout la même chose. Et justement, là, je vais prendre encore une fois mon cas très personnel. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un compte Twitter qui s'appelait Uporan. Vous pouvez le retrouver assez aisément et j'ai aucun problème avec ça. Et c'était un compte Twitter où en fait je parlais des One Direction. Car un jour on pourra faire une vidéo là-dessus, mais j'étais fan des One Direction, genre fan, pas fan en mode juste je hurle si je des fois. J'étais fan dans le sens je connaissais tous deux. Je parlais d'eux toute la journée. J'avais besoin de parler d'eux avec d'autres personnes. J'avais besoin de lire des fanfictions par rapport à eux. Enfin. Bref, c'était un truc très lié à la fanbase Directioner et il y aurait 1500 choses à dire sur le fangirling de manière générale et c'est pas l'objet de ce podcast vidéo donc je vais pas m'étendre ici. Mais en tout cas, sur Twitter, il y avait vraiment cet aspect communauté où en fait, on était plusieurs fans des One Direction et en fait, entre nous, on échangeait sur les One Direction et il y avait ça sur Twitter pour énormément d'autres groupes.
Il y avait ça pour Justin Bieber. Maintenant, je crois qu'il y a encore ça pour les groupes de K-pop, etc. Mais il y a vraiment cet aspect communauté où des personnes qui sont fans des mêmes personnes vont parler entre elles. Et cet aspect communauté-là, il y avait aussi ça pour les jeux vidéo, pour la beauté, etc. Et en fait, ce qui était fou avec ce principe de communauté, c'est qu'en fait, on trouvait des gens sur Internet qui aimaient exactement les mêmes choses que nous. Et on n'avait pas besoin de savoir leur prénom, de savoir ce qu'ils faisaient dans leur vie. On s'en foutait un peu de ça. Nous, on avait juste besoin de parler de ce sujet qui est notre passion ensemble. Et voilà, d'échanger là-dessus. Et c'était assez fou et assez incroyable d'avoir une passion commune et de pouvoir échanger dessus avec des inconnus sur Internet. Et autre chose où c'était la force de ça, cette communauté, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'algorithme qui décidait pour nous qu'est-ce qu'on est censé aimer. Juste, on aime ça, on va sur Internet pour parler de ça. Et that's it, c'est notre passion, on a envie d'échanger sur ça ensemble. Et c'était vraiment la force des communautés de niche sur Internet. Et surtout, autre chose qui est pour moi le dernier point qui fait que je trouve que les réseaux sociaux d'avant étaient très différents, c'était que la créativité était au centre de tout et pas les trends ou les tendances. Il n'y avait pas... Moi, j'avoue que pourtant, je consomme ce type de contenu, mais ce type de contenu commence à m'énerver. C'est, vous savez, un peu les coachs des réseaux sociaux qui vont vous expliquer quels sont les hooks à mettre en 3 secondes pour capter l'attention. T'as vu le zoom de la caméra au début, c'était mon accroche visuelle. T'as remarqué les sous-titres que j'ai mis au départ, c'était mon accroche texte. Et le son que j'ai mis pour capter ton attention, c'était mon accroche sonore. Tu l'as pas entendu? Rejoue la vidéo. Et évidemment, ces contenus sont hyper importants parce que les réseaux sociaux d'aujourd'hui fonctionnent comme ça. Il y a un truc par rapport à l'attention qui fait que vous devez capter l'attention de votre public et que oui, il faut avoir des phrases d'accroche dès le début, etc. Mais ce truc-là est, selon moi, en train de tuer la créativité des gens parce que personne n'a le temps de développer ce qu'il a envie de dire et tout le monde doit attraper. Allez, vas-y, je vais boire un verre d'eau pour que tu sois là. Vas-y, je vais faire un truc comme ça, je vais arriver comme ça pour que tu restes là. This is a hook. This is a hook. This is a hook. This is a hook. Enfin, vous voyez, et ce truc-là, on ne l'avait pas avant. Parce que les réseaux sociaux d'avant étaient souvent plus sur l'écrit ou sur les sentiments, etc. et moins sur ce truc de l'attention qui est très propre à la vidéo et au format court. Et ça, on en parlera un peu plus après, je vais le développer. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose où ça a tué la créativité. Et justement, j'en arrive à ma partie 2. Qu'est-ce qui a changé avec Insta et TikTok? Parce que justement, j'ai un peu parlé là des formats courts, de ce truc d'accroche, etc. Mais ça va plus loin que ça. En fait, Instagram et TikTok, ce qu'ils ont amené, c'est un pilotage de la performance sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout est analysé, monétisé pour que ça fasse plus de vues. Et on existe à partir de ce qu'on produit. Encore une fois, je vais prendre mon cas personnel. J'ai un compte Instagram et quand vous avez un compte Instagram en tant que créateur, vous avez énormément de données liées à votre contenu. Tout votre contenu, en fait, est lié à des statistiques et ces statistiques vont vous lier à des marques parce que demain, si je veux travailler avec une marque, il faut que j'envoie le nombre de vues que je fais par story, le nombre de likes que j'ai, quel est mon taux d'engagement, etc. Enfin, il y a plein de termes comme ça liés aux réseaux sociaux alors qu'avant, je me répète et je n'ai pas envie de faire un c'était mieux avant, mais je suis quand même obligée de le dire, il n'y avait pas ce concept de statistiques. Enfin, évidemment, vous postiez quelque chose et vous espériez avoir des likes, c'est normal, c'est humain, etc. Tout le monde recherche la validation des autres et les gens qui vous disent le contraire sont soit des personnes très sages, soit des menteurs. Mais il n'y avait pas ce truc de plus j'ai de likes, plus je vais avoir d'argent, plus j'ai de likes, plus je vais avoir d'opportunités, etc. Et le problème, parce que quel est le problème quand on fait ça, c'est que en fait, on cherche à faire du contenu qui va apporter cet engagement, qui va apporter ces likes, etc. Et c'est pour ça qu'on en revient à ce que je vous disais avant par rapport au truc de capter l'attention, c'est que en fait, on essaye de capter l'attention pour que les gens restent sur notre contenu. Et en fait, c'est ça qu'Instagram et TikTok ont ramené, c'est vraiment ce sujet de la performance, de la monétisation, de l'engagement qu'il n'y avait pas forcément avant. Parce qu'en gros, avant, vous postiez votre contenu, s'il marche, c'est cool. Et en fait, c'était pas le but premier. Le but, c'était juste de partager vos ressentis sur votre blog, sur votre Twitter, etc. Mais pas chercher à faire la vidéo la plus virale possible. Et je ne peux pas parler de TikTok et Instagram sans parler de l'attention, encore une fois, et du modèle économique d'Instagram et TikTok. Le problème, c'est pas tant Instagram ou TikTok ou les réseaux sociaux de manière générale, c'est vraiment le modèle économique qu'il y a derrière ça. Instagram et TikTok ne sont absolument pas neutres, vraiment absolument pas neutres. Ils optimisent tout pour retenir notre attention. Ils favorisent ce qui choque, ce qui polarise, ce qui fait réagir. C'est pour ça d'ailleurs que sur TikTok, vous le remarquerez, c'est les vidéos souvent où on dit la chose la plus choquante qui va être le plus partagée parce qu'en fait les gens vont commenter et c'est le fait qu'ils commentent qui met la vidéo en avant. Et ils rendent à l'inverse plutôt rare ce qui est lent, ce qui est subtil, ce qui est développé, etc.
Résultat, on ne voit presque plus de processus plus créatifs, de pensées plus longues, d'analyses plus poussées, etc. Tout est fait pour vite, encore une fois, retenir l'attention. J'ai l'impression que je me répète depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Et je vais pas vous faire tout un développement là-dessus parce que vous le savez déjà, je pense que vous avez déjà consommé du contenu qui parle de ça, mais il y a un excellent documentaire Netflix qui parle de ça, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, que je vous conseille à 1000% de regarder. Et c'est justement un documentaire qui explique, en gros, quand ils ont créé le scroll infini. Et justement, je voulais vraiment revenir dessus parce que, encore une fois, le but de ce podcast vidéo, c'est pas de faire forcément quelque chose sur l'attention, etc., même si c'est un sujet qui pourrait être beaucoup plus développé que ici. Mais il y a énormément de vidéos qui existent déjà sur le sujet et que je vous invite à les regarder. Il y a Hugo Décrypte qui a fait une très bonne vidéo dessus dernièrement. Fabien Olicard en parle aussi très régulièrement, donc je vous renvoie à ces vidéos-là. Et cependant, je voulais apporter quelque chose pour justement parler des réseaux sociaux d'avant, c'est qu'en fait le scroll infini qui a été développé via Instagram et TikTok, ça a vraiment changé les réseaux sociaux parce qu'en fait avant, et j'en reviens à Twitter, vous suiviez des gens parce que encore une fois vous aviez des centres d'intérêt en commun, etc. Et en fait le fil d'actualité était par ordre chronologique, donc en gros, dit autrement, à un moment donné vous actualisiez et s'il y avait plus de posts, il y avait plus de posts. En gros, la façon dont on consommait, c'est on fait ça et ensuite on descend et en fait à un moment on va retomber sur un tweet qu'on avait déjà vu, etc. Instagram fonctionnait d'ailleurs pareil, c'était aussi par ordre chronologique. Aujourd'hui c'est totalement différent, c'est que en fait, il y a pas vraiment, ça ne s'arrête jamais. Et au-delà de ça s'arrête jamais, moi, j'ai pensé à autre chose par rapport à ça, par rapport à Twitter, etc. C'est que moi, à l'époque, encore une fois, quand j'étais méga fan des One Direction, si par exemple, je faisais une insomnie et que j'allais sur Twitter dans la nuit, en fait, vu que les gens que je suivais étaient sur mon fuseau horaire, à 3h du matin, j'avais pas de tweet à lire. Donc, j'avais vraiment plus rien à lire. En fait, j'avais fini Twitter. Enfin, bien sûr, je pouvais chercher et je trouverais quelque chose à lire, mais moi, ça m'intéressait pas. Moi, j'avais envie de lire les choses des gens que je suivais. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est que TikTok ou Instagram, peu importe l'heure où vous l'ouvrez, vous aurez quelque chose à consommer parce qu'il y a ce concept de vidéo et de For You page qui fait que en fait c'est à l'infini. Et d'ailleurs pour moi la For You page c'est limite la pire invention de l'histoire parce que encore une fois vous ne tombez pas sur les gens que vous suiviez, alors qu'avant vraiment je vous jure sur Twitter si je tombais sur un tweet d'une personne que je ne suivais pas, ça m'énervait. Enfin moi j'avais envie de lire le contenu des gens que je suivais, c'était ça le but des réseaux sociaux pour moi. Et dernier point par rapport à ce que Instagram et TikTok ont ramené en mal selon moi, c'est la comparaison permanente. Bon, j'ai déjà parlé à de multiples reprises du culte du corps, etc. Mais pour moi, Instagram et TikTok ont vraiment ramené ça, c'est que quand vous ouvrez ces applications-là, vous avez des corps retouchés et parfaits en HD, littéralement, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et au-delà de ça, au-delà des corps, il y a aussi la vie des gens. En fait, avec le concept des stories, vous voyez littéralement la vie des gens tout le temps. Et surtout, vous voyez ce qu'ils ont bien envie de vous montrer, et c'est souvent leur meilleur moment de vie. Et c'est super, moi aussi je le fais. Mais ça peut être hyper du niveau comparaison de toi, tu passes pas forcément une bonne journée, t'ouvres Instagram ou TikTok ou Snapchat même, enfin bref, et en fait tu vas voir les meilleurs moments de vie d'une personne, un truc qui est super bien monté, etc. Et ça peut être super compliqué pour, encore une fois, toi, ton rapport à toi-même, etc. Et pour moi, encore une fois, ces réseaux sociaux-là, ils ont amené ce concept de comparaison permanente. Moi, je me souviens quand Snapchat a été créé, je ne sais plus quel artiste en avait parlé, mais il y avait un artiste qui avait fait une vidéo et qui a été déjà très critique de Snapchat, et il avait dit, parce que c'est Snapchat qui a ramené le concept des stories, on tient à le dire. Aujourd'hui, Instagram s'est totalement approprié le truc, mais à la base, c'est Snapchat. Et il avait dit, c'est hyper malsain parce que en fait, tout Snapchat, et le but, c'est de montrer que toi, t'as une vie meilleure que les autres, et donc tu vas filmer ta vie pour montrer aux autres, etc. Mais en fait, on s'est tous pris dans cette boucle infernale de montrer que nous, on a une meilleure vie que les autres. Mais Et en fait, après, je m'en veux parce que je suis pas productive, mais en même temps, ça me prend tout mon temps, et du coup, j'ai supprimé l'appli la semaine dernière. Aujourd'hui, on allait demander aux gens si les réseaux sociaux leur avaient déjà fait du mal, et n'hésitez pas à répondre à cette question dans les commentaires. Ouais, surtout par rapport à l'hyperstimulation et le fait qu'on se sente obligé de répondre tout le temps, comme s'il y avait une urgence dans les notifications. J'ai vraiment l'impression que c'était une espèce de compétition en fait permanente. Toujours ce besoin d'avoir la meilleure vie, de montrer les meilleures choses. Non, moi personnellement, ça m'a jamais impacté plus que ça. Je fais en sorte de filtrer un peu les réseaux qui vont plus me déprimer, par exemple sur l'environnement, ou en général je reçois plein d'updates sur le réchauffement climatique. Des fois je me dis ok, faut plus suivre ça parce que ça me déprime. Moi personnellement non, mais j'essaye de limiter mes temps d'écran. 1h30 sur TikTok. Personnellement non. J'essaye de me préserver entre guillemets. Je sais que c'est pas en mettant mon compte en privé que je vais me préserver, mais j'essaye d'avoir que mes proches par exemple, ou pas de pas parler avec n'importe qui. Ça m'a angoissé et ça m'a attristé. Il y a trop de méchanceté, de choses qui sont dites ou écrites sans réponse. Mais ça nous fait vraiment du mal. Et je me répète, avant, dans les réseaux sociaux d'avant,
quand vous alliez sur un blog, quand vous alliez sur Tumblr, quand vous alliez sur Twitter, etc., il n'y avait pas ce concept de story. En fait, il y avait genre juste toi qui raconte tes pensées, encore une fois, et il n'y avait pas toi qui montre ta vie avec des photos ou des vidéos. Je sais pas si vous voyez la nuance de la chose, mais c'est totalement différent. C'était vraiment une façon de voir les réseaux sociaux qui n'avait juste rien à voir et qui était, à mon sens, plus saine, mais ça, pareil, je vais le développer. Justement, ça m'amène à ma partie 3. Qu'est-ce que ça change sur notre rapport au corps et à notre identité ? En fait, on revient sur un retour du regard extérieur. Avant, justement, quand vous alliez sur les réseaux sociaux, c'était vraiment, je n'aime pas ce terme, mais c'est vrai, c'était vraiment une safe place, enfin un espace en fait où justement via l'anonymat, vous pouviez un peu être vous-même, même si c'est le vous d'Internet, mais je vais m'expliquer. En gros, pour moi, il y a plusieurs espaces, enfin quoi qu'on en dise, il y a des gens qui arrivent à avoir la même identité partout. Moi, ce n'est pas mon cas et justement, je vais expliquer mes différentes identités. Il y a l'identité qu'on a au travail, par exemple, c'est une identité très formelle, très professionnelle, etc. Il y a l'identité qu'on a avec nos amis, qui est une identité peut-être plus festive, plus dans je me livre, etc., plus dans les bons moments de vie. Il y a votre identité en famille, qui peut être aussi assez différente, qui est très liée à votre enfance, etc. Et il y a votre identité à vous, que vous avez chez vous, qui est à 1000 lieues différentes. Quand vous êtes chez vous, potentiellement, enfin, je vais pas raconter moi les trucs que je fais, mais on fait tous des trucs un peu peut-être bizarres chez nous, enfin bref. Et le moi qu'on a chez nous, c'est un moi qui est vraiment détaché du regard extérieur. Et avant, avec les réseaux sociaux, il y avait aussi notre moi d'Internet, qui est un moi qui est assez proche du moi qu'on est chez nous, qui était en fait sur Internet, encore une fois, on pouvait un peu dire nos pensées, enfin comme une sorte de journal intime, enfin vraiment. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ce moi d'Internet, il est aussi très lié au regard extérieur parce qu'en fait, on est dicté par les likes, par les stories, etc. Donc en fait, même quand on est chez nous un peu tranquille, etc., et ben au moment où on va aller se réfugier sur Internet, en fait, Internet ne va pas nous faire du bien parce que Internet va nous pousser à nous comparer aux autres, Internet va nous pousser à être confrontés à de la statistique, encore une fois. Et moi, vraiment, je vais encore une fois prendre mon cas très personnel, mais je vous jure, et encore plus en étant créatrice de contenu, c'est Internet, pour moi, n'est pas un lieu safe. Genre, vraiment. Et même si j'adore Internet pour plein de raisons, mais quand je vais sur Internet, oui, certainement, c'est pour déposer mon cerveau, etc. Mais en fait, le premier truc que je vais voir popper, et je ne sais pas comment désactiver ça, mais c'est les likes, en fait. Je vais voir combien de personnes m'ont suivi depuis la dernière fois que je me suis connectée sur Instagram, combien de personnes ont liké mon post, etc. Et donc, c'est hyper stressant et anxiogène. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les gens, dans les conseils de bien-être et tout qu'on donne, on dit aux gens, dans les premières heures de votre journée, n'allez pas sur Instagram. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, si la première chose que vous faites le matin, c'est aller sur Instagram, en fait, vous allez tout de suite vous retrouver face à du contenu, à vous comparer et en plus de ça, être confronté au like. Est-ce que ce que vous avez posté la dernière fois a été aimé? Et c'est super dur d'être totalement indifférent à ça parce qu'en fait, c'est des plateformes qui sont construites comme ça, en fait. Et justement, ce truc par rapport au regard extérieur, ça amène à une conséquence sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, on n'a plus d'espace sans jugement. Il y a vraiment plus d'espace sans jugement sur les réseaux sociaux. Je me répète, mais quand vous aviez un blog, un Tumblr, vous aviez des gens qui vous suivaient dessus, vous pouviez poster votre article, il était lu par les gens qui vous suivent et basta cosy. Évidemment, les gens pouvaient commenter, dire qu'ils n'étaient pas d'accord, etc. Mais aujourd'hui, en fait, c'est pas possible de poster un truc sans peur du jugement extérieur parce que si tu postes par exemple un truc sur TikTok, ben en fait, le principe de justement la For You page va faire qu'en fait, ça va pas être montré que à tes abonnés, ça va être montré au monde entier. En fait, tu peux très bien du jour au lendemain te retrouver avec genre 10 000 personnes sous ton TikTok qui commentent. Et ça, on ne l'avait pas avant. Enfin, vraiment, on ne l'avait pas avant. Et je parle de TikTok, mais c'est exactement pareil sur Instagram. Instagram, c'est pas... Je poste jamais un truc sur Instagram en me disant, bah, de toute façon, personne va voir. Parce qu'en fait, si, les gens vont voir. Au-delà des gens qui me suivent, il y a plein de gens extérieurs qui vont voir. Parce qu'en fait, ça va être partagé, etc. Et donc, il n'y a plus sur Internet d'espace sans jugement. Il n'y a plus d'espace sur Internet où vous pouvez juste poster ce que vous avez envie, dire ce que vous avez envie. Et ensuite, personne ne réagit. Non, en fait. Donc, en fait... Si on part de ce postulat-là, ce n'est plus possible, sauf si vraiment vous êtes des personnes au-dessus de tout et vous vous en foutez de tout, mais ce n'est plus possible de poster sans réfléchir. Et c'est aussi ça qui fait que, oui, on dit les réseaux sociaux d'avant étaient très cringe. Vous savez, quand vous revoyez genre ce que les gens postaient sur Instagram avant, vous disiez « Ah, mais gênant ». Mais en fait, c'est pas que c'était gênant, c'était que c'était les réseaux sociaux d'avant. Les réseaux sociaux d'avant, c'était vraiment juste poster son truc comme ça, mais personne n'avait une réflexion de est-ce que ça va plaire ou est-ce que ça va pas plaire. Enfin, on s'en foutait en fait, juste on postait notre truc et de toute façon, il y avait que nos amis qui allaient tomber dessus, donc voilà quoi. En fait, on ose moins être maladroit, être authentique, être en chantier. Vraiment, il y a une optimisation constante, encore une fois, et qui est très liée au fait que aujourd'hui les plateformes soient monétisées et que
quand tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux, tu espères au fond qu'il y ait des gens qui tombent dessus, parce que justement je disais ouais, avant les gens pouvaient poster ce qu'ils voulaient et ils s'en foutaient, etc. Et il y avait que leurs amis qui les suivaient, mais aujourd'hui il y a aussi ce truc où mine de rien, quand tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux, t'espères que ça va tomber sur quelqu'un, et vu que t'espères que ça va tomber sur quelqu'un, t'as pas envie de faire n'importe quoi, donc ça manque d'authenticité. Et au-delà de ça manque d'authenticité, c'est surtout que même si on avait envie d'être authentique, parce qu'il y a des gens qui sont authentiques sur les réseaux sociaux, qui sont vulnérables sur les réseaux sociaux, etc. Même si on a envie d'être authentique, en fait, le fait qu'il y ait ce scroll infini, ça fait que de toute façon, les gens n'ont pas le temps d'être vraiment touchés par le contenu qu'on fait. Les gens n'ont pas le temps. Les gens passent d'un contenu à un autre tout le temps, ne retiennent pas forcément grand-chose de ce qu'ils ont vu. Franchement, je vous mets au défi, en ayant scrollé pendant une demi-heure sur TikTok, de me dire concrètement qu'est-ce que vous avez retenu. L'ancienne génération est devenue riche grâce à l'industrie, celle plus récente grâce au début d'Internet. Mais la nouvelle génération des très très riches sera basée sur le business de l'attention. L'économie de l'attention, c'est grosso modo capter un maximum de temps humain vers toi ou ton produit. Et l'attention est la nouvelle ruée vers l'or. Regarde un peu MrBeast. Il a 24 ans. Il a amassé déjà un montant énorme d'attention. Quand tu as une telle visibilité et autant de sources de trafic, c'est facile de monétiser. Il a ouvert son restaurant dernièrement. 10 000 personnes étaient présentes. Il a lancé sa marque de chocolat. Il va lancer d'autres produits. Il travaille avec plein de marques. Bref, il deviendra le prochain milliardaire. Donc les gens n'ont pas le temps d'être touchés. Et c'est pour ça aussi que moi, personnellement, j'affectionne beaucoup le contenu long et que je mets beaucoup de cœur à développer cette chaîne YouTube. C'est que le contenu long permet d'un peu plus développer ses idées, alors que 30 secondes de vidéo ne le permettent pas. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup moins le temps de développer ses idées, de développer sa personnalité sur les réseaux sociaux, parce que tout est rapide. Les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps de consommer des contenus plus longs, etc. Donc voilà, c'est aussi ça qui, encore une fois, différencie les réseaux sociaux d'avant des réseaux sociaux de maintenant. En gros, aujourd'hui, si tu rentres pas genre dans 12 secondes, next, on passe à autre chose. Et c'est dur de créer du lien avec ça, en fait. Ça manque de profondeur, à mon sens. Et ça m'amène à ma partie 4 et à ma conclusion. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des réseaux sociaux d'avant ? Il est possible de recréer de la lenteur sur les réseaux sociaux. C'est totalement possible. Il y a plusieurs choses qui font que c'est possible. Vous pouvez vous dire qu'en fait, vous avez envie d'écrire des longs posts. C'est un parti pris. Il y a des créatrices de contenu que je suis, typiquement Amal Tahir, dont je vous parle assez souvent, qui écrivent des très longs carousels, etc. Et oui, bon, peut-être qu'elles sont pas dans le mood du moment des réseaux sociaux, mais en fait, c'est leur patte à elles et c'est super. Moi, je prends beaucoup de plaisir à lire les articles qu'Amal partage. Et au-delà d'Amal Tahir, vous avez des réseaux sociaux comme Substract, par exemple, qui sont des réseaux sociaux où les gens postent des articles. Donc, même chose, ça vous permet de recréer cette lenteur, de prendre le temps de lire des essais, etc. Il y a une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est raconter les coulisses. Vous pouvez très bien vous dire que, par exemple, quand vous créez quelque chose, en fait, vous racontez tout l'avant, tout le processus créatif, etc. Pareil, ça permet de recréer de la lenteur, de faire ça. Et moi, personnellement, c'est des contenus que j'adore. J'adore voir des vidéos, par exemple, de backstage où quelqu'un raconte, j'en sais rien, quand il a créé tel spectacle, etc. Qu'est-ce qu'il a fait avant ça ? Je trouve ça toujours hyper intéressant. Et surtout, même si c'est dur dans les temps actuels, vous pouvez partager sans attente de viralité. Vous pouvez vous dire, je partage parce qu'en fait, ça me fait plaisir. Je n'attends pas que ce contenu devienne viral. Je le partage parce qu'en fait, ça vient du cœur. Et voilà. Et passer à autre chose. Vous pouvez faire le choix de faire des contenus plus longs. Typiquement, le podcast vidéo que je suis en train de tourner genre actuellement. Et ce choix-là, c'est faire le choix en fait de produire une vidéo plus longue et même moi-même de consommer des vidéos plus longues. J'affectionne beaucoup YouTube et j'ai envie d'y passer de plus en plus de temps. Donc voilà, c'est une façon aussi de consommer un peu plus de contenu long et lent. Et aussi, vous pouvez construire des petites communautés. C'est possible de recréer ces communautés via, par exemple, des newsletters, via des réseaux sociaux comme Discord où vous pouvez créer des discussions en groupe, via même des mini-blogs. Vous pouvez très bien vous recréer un mini-blog si vous avez envie. Ça permet d'avoir des micro-communautés et d'essayer de recréer ça et de pas être dans ce truc très huge, très grand, etc., très viral, etc. Recréer vraiment ces mini-communautés. Et sinon, vous pouvez aussi faire le choix du publier du moins parfait. Publier un contenu très brut, très comme ça, voilà, sans encore une fois attendre de viralité, en montrant plutôt que c'est en process, etc. C'est très bien aussi de vouloir publier quelque chose de parfait, etc. Mais ça convient pas à tout le monde. Personnellement, moi, ça ne me convient pas. Et donc, vous pouvez faire le choix de publier quelque chose de très brut, comme c'est là, et de pas chercher à faire un truc très léché, très parfait, etc. Parce que c'est peut-être pas vous et c'est peut-être pas de ça dont vous avez envie. En conclusion, je pense pas que c'était mieux avant, mais je pense juste qu'on a perdu certains repères qui étaient, à mon sens, importants et qu'on peut choisir aujourd'hui de les réintroduire dans notre consommation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux d'avant me manquent, oui, mais pas par nostalgie, plutôt parce qu'ils rappelaient une version de nous, plus créative, moins évaluée et plus libre.
Voilà, j'en ai fini de ce podcast vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à commenter pour parler vous aussi de votre rapport aux réseaux sociaux avant versus maintenant. Ça m'intéresse énormément. Et voilà, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast vidéo. Des bisous!